Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Nicolas Dessaigne. Salut Nicolas. Salut Yacine. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien pour moi. Et toi ? Mais ça va super. On se fait une petite connexion franco-américaine. C'est bien ça, hein ? T'es basé en Californie, c'est ça ? Je suis juste en ce moment à Oakland, dans la Bay Area, donc juste à côté de San Francisco. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de setter un petit peu l'environnement et je te propose de te présenter. Mais moi, je peux d'ores et déjà dire que je suis hyper content et j'ai l'honneur, en tout cas, de pouvoir échanger avec toi et qui plus est, de pouvoir parler un petit peu d'Algolia et de ton parcours. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu qui tu es et qu'est-ce que fait Algolia. Alors, je suis Nicolas Dessaigne, je suis le cofondateur et l'ancien CEO de Algolia. Donc en micro aparté, j'ai recruté une successeur, je sais pas si on féminise, en mai dernier. Donc maintenant, je ne suis plus CEO, mais je suis encore très actif. Algolia, c'est quoi ? C'est un moteur de recherche. On va aider, comment expliquer ça simplement ? On est une API de recherche, on va aider, on est en mode B2B, donc nos clients vont être typiquement des sites web, e-commerce, médias, SaaS, et on va les aider à délivrer une bonne expérience de recherche à leurs propres users. Donc si je me concentre sur la France, si tu vas faire une recherche sur Lacoste, sur Ouest France, quelque part tu nous utilises derrière, ça va sur nos serveurs. Ou alors la Freebox, si tu as une Freebox et que tu fais une recherche dans la Freebox, ça va chez nous avant de revenir chez toi pour afficher les résultats. Ok, donc c'est quoi ? C'est un gestionnaire de data. J'imagine que c'est un peu plus que ça. Donc ça gère pas la data, hein, ça fait juste la recherche. Donc nos clients nous envoient leur data qu'ils veulent rendre recherchable, typiquement le catalogue dans un site e-commerce. Et à chaque fois que tu vas, toi en tant que consumer de l'autre côté, en face de ton écran ou sur ton app, taper une lettre juste dans ta recherche, immédiatement ça va envoyer la requête sur nos serveurs, et on va t'afficher, on va renvoyer les résultats directement au site pour qu'il affiche les résultats. Le search que tu vas trouver dans tous ces sites, pareil sur Twitch, sur Medium, sur plein d'autres sites internationaux. Aujourd'hui, c'est, je vais pas dire de conneries, je crois qu'on supporte entre 3 et 4 milliards de requêtes par jour. Donc, tous les jours, il y a 4 milliards de requêtes qui arrivent sur nos serveurs, auxquelles on va répondre avec les résultats. Je crois que c'est plus de 500. Alors les dernières, il y a un an, j'ai plus le chiffre récent, mais il y a un an, c'était 500 millions d'IP uniques, donc d'utilisateurs uniques dans le monde. 500 millions vont interagir avec une recherche Algolia sans le savoir, parce que quelque part on est white label. On sait pas que les gens ne savent pas qu'on est derrière. Mais quand tu vas faire des recherches sur ces sites-là, finalement, tu touches à de l'Algolia. Super. Je pense que même les moins techos d'entre nous, j'ose espérer qu'ils aient assez bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer juste un petit peu quand est-ce que tu t'es lancé dans Algolia ? Il me semble que t'étais pas tout seul. Donc c'était quoi l'enjeu à ce moment-là ? Et puis nous faire un fast forward et nous expliquer un petit peu c'est quoi les échelons que t'as passé et qu'est-ce que c'est Algolia aujourd'hui du coup, pour que les gens se rendent compte. Parce que moi j'ai beaucoup d'enthousiasme à te parler, mais les gens ne réalisent pas que je parle à disons l'ancien CEO de la future unicorn française. Merci. Écoute, il y a encore beaucoup à faire, mais avec plaisir pour raconter un peu le parcours jusqu'ici. On a démarré en 2012, donc on a créé la boîte en 2012. On avait démarré par un produit un petit peu différent. Alors je vais essayer d'aller vite parce que sinon on y est encore dans une heure, mais qui était aussi un moteur de recherche, mais dédié au mobile, qui tournait directement sur le téléphone. Donc il n'y avait pas de notion de serveur, d'API, de requête web. Et en fait, on était contraint par le matériel, par le téléphone de l'époque. 2012, c'était l'iPhone 4, si je me souviens bien. Wow. Et ouais. Tu as beaucoup de vieux pour tout le monde, je crois. Ouais, tu m'étonnes.
Et du coup, on avait plein de requêtes. On avait découvert sur le web, sur Stack Overflow en particulier, un forum de développeurs, plein de développeurs d'applications mobiles qui essayaient d'implémenter du search, qui n'y arrivaient pas. On a pensé qu'il y avait un marché, on a fait le produit, ça marche. Le produit était super, vraiment technologiquement, il marchait très bien, mais le marché n'était pas là. Ce qui fait que dès janvier 2013, on a décidé de pivoter et à ce moment-là de passer sur un modèle SaaS. Et finalement, c'est ça qui a décollé peu de temps après. L'anecdote ici, c'est que finalement, notre parcours, notre départ dans le mobile est l'une des principales raisons de notre succès dans ce modèle SaaS. Parce qu'on a eu des contraintes qui nous ont forcés à réinventer le search pour le mobile. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on cherche sur le mobile? On cherche des personnes, des produits, des lieux, finalement des petites choses où ce qui est important, c'est pas les éléments typiques de search comme le nombre d'occurrences de tes termes de query. Non, ce qui compte, c'est les éléments de popularité. C'est combien de vues, combien de downloads, combien de sales. Et maintenant, quand tu transposes ça sur le web, tu te rends compte que, attends, 99% des use cases sur le web, c'est le même. Et le fait qu'on ait optimisé pour ce use case nous a permis d'avoir un produit très différencié. Et c'était ça le début de l'aventure. Donc, début 2013, on pivote, on commence à avoir des bêta-testeurs en mars, on décide de lever un premier seed pendant l'été, quand on s'est rendu compte c'est à ce moment-là qu'on a eu ce aha moment, et on a un produit qui a une vraie différence, qui apporte vraiment beaucoup sur le marché. Du coup, on lève un seed pendant l'été, et on lance le produit en septembre. Je me permets de t'interrompre, Nicolas, mais quand tu parles justement de cette différenciation après cette conviction que ce que vous êtes en train de construire, donc là on est en 2013, va justement plaire à beaucoup de personnes. J'imagine que c'est à travers tes retours users. Qu'est-ce que tu captes? C'est ça et plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a démarré le pivot, si tu veux, on n'était pas aussi conscient de ce qu'on est en train de faire. On était en train de faire un moteur de recherche. Point. Il y avait pas cette différenciation, n'était pas encore claire dans notre esprit. Et à cette époque-là, on avait fait une première candidature à YC, à Y Combinator, qu'on avait essayé de rejoindre à l'époque, et on avait été pris à l'interview. On a été faire l'interview, c'était fin avril, si je me souviens bien, ou début mai, et on n'avait pas passé l'interview. Mais ça nous avait fait pas mal réagir, parce que finalement le feedback de YC, c'était qu'on avait un produit de search, quoi, comme tant d'autres, que les grosses boîtes voudraient créer ça eux-mêmes, et les petites boîtes auraient pas l'argent pour payer. Donc on allait pouvoir faire une aventure, une boîte, mais ça allait pas être la boîte. La next unicorn, quoi. Exactement. Okay. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir. Le même voyage, on a signé notre premier bêta-testeur sérieux. Donc, tu sais, quand tu vas, donc à l'époque, YC c'était en personne, on va en personne pour l'interview. Ouais, jadis en personne, c'est une autre période, hein. Ça nous vieillit rapidement. Donc, là. T'es allé aux US donc là c'est 2013 toujours, hein. T'es allé aux US. Ah ouais, ok, je savais pas du tout. L'interview était en personne, fallait aller là-bas. Et du coup, t'en profites, hein, on était resté une semaine, on avait un maximum de personnes. Pour tout avouer, je me souviens de quasiment personne qu'on a rencontré. C'était beaucoup de j'espère qu'ils nous écoutent pas. Hein. Ouais, quasiment que des noms, évidemment. Et sauf un, il y a une boîte avec qui on a bien cliqué, ça a bien marché, c'était SocialCam, une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un réseau social de vidéos qui avait plus de 200 millions de users, donc c'était sérieux. Et qui a voulu tester tout de suite, voilà, fast forward quelques mois, ils sont devenus notre premier gros bêta-testeur et notre premier client quand on a commencé à faire payer en septembre. Et donc là, levée de fonds. Ici, plus tout ça nous a mis dans un mode de pensée vraiment différent. Et là, tu rajoutes l'expérience qu'on avait dans le domaine. C'est-à-dire qu'on avait été dans le search depuis, j'allais dire des décennies, non pas des décennies, mais au moins 10 ans chacun avec mon cofondateur. J'ai pas parlé de mon cofondateur, faut que j'en parle aussi. Parlons-en. Et non, Julien et moi avons bossé 2 fois dans notre carrière avant Algolia ensemble, et à chaque fois c'était sur des thématiques text mining, search, information retrieval. Donc on avait cette expérience, on connaissait tous les acteurs du marché intimement, on connaissait intimement tous les produits open source, et du coup on avait une sorte de connaissance du marché qui nous a aidé à réaliser qu'on avait une différence. Ce aha moment, si tu veux, en fait tout ce qu'on a fait là, mais c'est tellement mieux que ce que le marché fait aujourd'hui pour le use case qu'on adresse. Okay. Et on avait vraiment une conviction qui était pas là avant, on était en train de faire un moteur de recherche, et d'un seul coup mais si on se concentre sur ça, on est bien meilleur que tout le reste.
Et c'est là où on a vraiment décidé de chercher des fonds, parce qu'on était convaincus qu'on avait quelque chose qui pouvait, peut-être pas unicorn, on savait pas encore à l'époque, mais qui allait pouvoir faire une boîte qui allait avoir beaucoup de croissance et avoir un vrai succès. On y croyait dur comme fer. Donc là, on fait donc 2013, année où tu rates YC, où tu réussis à choper ton premier bêta-testeur, où tu lèves tes premiers fonds. Ouais. Et on arrive en septembre. Là, on lance en septembre et nos premiers clients étaient Socialcam, on avait un ou deux autres clients américains. Donc du coup, je me retrouve aux US de nouveau pour prospecter, aller voir ces clients, y compris quelques autres. Et en fait, Socialcam était une boîte YC. C'est un des deux spin-offs de Justin TV avec Twitch. Okay. Twitch, tout le monde connaît. Socialcam, c'était l'autre, qui a très bien marché aussi, jusqu'à ce qu'il se soit fait racheter. Enfin, ça a pu marcher, mais c'était quand même un bel exit. Et on a commencé à bosser avec Pebble à l'époque. Pebble qui étaient les montres connectées, les premières avant l'Apple Watch. Et puis on avait deux, trois autres alumni YC avec qui on discutait, qui n'étaient pas encore des clients, qui m'ont tous dit, faut que tu play again, faut que tu recommences. YC, ça a encore beaucoup de valeur pour toi. Et nous, on avait complètement zappé. YC, c'était le passé. On avait levé des fonds, on pensait à autre chose. Ils avaient raison. On reapply YC. La deuxième fois, autant dire que c'était plus facile. On avait déjà des clients, on avait non seulement des alumni, mais aussi un début de croissance qui marchait bien. Donc du coup, on a eu YC assez facilement la deuxième fois. Et nous voilà YC en janvier 2014. Je fais une mini parenthèse. Je me rends compte que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être pas familières avec tout le jargon qu'on utilise. Tu peux nous présenter? Je l'aurais fait, mais vu le poste que t'occupes aujourd'hui, je pense que je vais te laisser la main. Est-ce que tu peux nous présenter YC très rapidement, que les gens comprennent? YC en deux mots, Y Combinator, YC pour les intimes. C'est un accélérateur. En fait, c'est pas un accélérateur, c'est le accélérateur. C'est par là que sont passés Airbnb, Stripe, DoorDash, aussi Dropbox, des belles boîtes, quoi. Des très très belles boîtes. Non, donc c'est un accélérateur qui a 2 batchs par an, un en hiver, un en été. À chaque fois, ça dure 3 mois. Qui a bien grossi. Maintenant, le dernier batch, je crois que c'était un peu plus de 200 boîtes qu'on va exploser, le record qu'on va exploser probablement ce batch-ci. Et donc voilà, voici, c'est de l'accompagnement pour les startups, pour les aider à accélérer. Donc après je peux en parler pendant des heures, mais ouais, en plus on va en parler. Bon, je vais le teaser, mais aujourd'hui toi tu travailles en tant que partenaire pour YC. Maintenant je suis sur la boucle est bouclée. Après être passé par YC en tant que boîte, je les ai rejoints en tant que visiting partner depuis fin septembre. Ok, mais avant de boucler la boucle et de passer dessus, je te propose qu'on boucle la boucle. Okay. Et du coup, si on avance un tout petit peu pour pas trop traîner sur Algolia, mais du coup donc tu me dis là tu réapplies à YC un an après, donc c'est il y a 6 ans, on peut dire en 2014, c'est ça, ouais. Alors, en fait, on a réapply fin 2013 pour être pris pour le batch de ce qu'on appelle Winter 2014, donc janvier-mars 2014. Et j'imagine il y a un avant-après. C'était un peu c'était un inception point. C'est vraiment de l'accélération. C'est impossible de savoir ce qui se serait passé sans YC. Je pense qu'on aurait été successful, mais pas dans la même mesure. Tu sais, on est dans le milieu ça, c'est donc tout ce compound, je sais pas comment dire ça. En gros, c'est du plus pour demain. C'est ça qui est génial dans le modèle SaaS. Et donc, accélérer, ne serait-ce que d'un an, ça a un impact fou, down the line. Si on parle très concrètement, si tu te remets à l'époque, c'est quoi 3 takeaways qui t'ont donné justement ou qui t'ont apporté c'est impossible de résumer à 1 ou 2 ou 3. C'est une tonne de choses. Si je devais résumer, je pense que la plus grosse valeur finalement, ça a été l'excuse de se retrouver à 6 à bosser 24/7, isolé dans une baraque à Menlo Park. Nuit et jour. En gros, on s'est retrouvés, on a tous déménagé là-bas, donc à l'époque on était 6, et on a loué une maison, et tu te lèves le matin, quelqu'un est en train de bosser, tu couches le soir, quelqu'un est en train de bosser. Ok, c'est vraiment social network. Ouais, c'était vraiment un sprint, et on n'avait pas de distraction, puisqu'on était tous français, à l'étranger, sans amis, sans famille, et donc on n'avait pas autant de distractions, et donc c'est une sorte de donc c'est le cadre, quoi. On se donnait et je sais pas, toi, tu te levais, à un dîner, tu discutes, tu as une idée, le lendemain t'implémentes, et le surlendemain c'est en prod, quoi.
t'as qu'une sorte de rythme, et on se mettait des objectifs assez on avait des stickers sur le mur et on rayait, on mettait de nouveaux chiffres, et c'était une sorte d'émulation qui est vraiment super sympa. Et ça, c'était je dirais que c'est presque le plus de valeur, sachant que ça, c'est même pas voici, c'est juste l'excuse. Mais après, tu rajoutes là-dessus la qualité des partenaires, l'inspiration que tu as. C'est idiot, mais tu vois, quand t'entends l'aventure d'Airbnb, t'entends les fondateurs d'Airbnb te raconter leur aventure et comment ils ont commencé par vendre en vendant des boîtes de céréales pour survivre. Tu te rends compte que toi, t'as la vie facile et t'as qu'une envie, c'est de retourner bosser tout de suite, quoi. C'est énergisant. Non, t'as une tonne. Et après, t'as le label YC qui est quand même important. C'est que c'est vrai que si t'as le tampon YC, ça t'ouvre toutes les portes. C'est pas parce que t'es YC que tu vas être fundé, mais c'est quelle porte justement dont tu parles? Ouais, non, tout le monde va vouloir te parler. C'est une sorte de pour du bizdev, pour des fonds, pour des fonds. Pour le bizdev, ça va dépendre qui sont tes clients. Si tes clients c'est des startups, oui, ça va t'aider. Mais voilà, tout le monde connaît pas YC. Ouais, mais toi, pour du SaaS B2B, j'imagine, surtout dans la tech. Ouais. Puis t'as les alumni, maintenant, même les alumni, la moitié du batch s'est retrouvé comme à être des clients pour nous. Parce que tout le monde peut utiliser du search. Donc, forcément, tu te fais ça te crée des relations qui vont te rester toute la vie de toute façon, mais surtout ça donne accès à un réseau d'alumni qui est extrêmement qui est incroyable. Bon, tu vas pas décrocher le téléphone et appeler le CEO d'Airbnb tous les jours. Ça tu te permets pas de faire ça, mais tu as quand même accès à il y a maintenant des milliers de startups dans le réseau d'alumni de YC, et c'est incroyable la richesse que ça peut t'apporter. Hyper clair, et je pense que ça donne envie, mais on n'en doutait pas. Tu reviens, donc tu quittes YC. Ouais, faut que j'aille si vite, on va se raconter année après année. Mais non, après YC on a fait donc un point important par contre, c'est l'époque où on a flippé, c'est-à-dire qu'on a dû, pour rejoindre YC, on a dû devenir américain. YC n'investit pas dans les boîtes étrangères. Okay. Du coup, on est devenu américain avec une filiale française. T'as découvert le Delaware. J'ai découvert le Delaware. Alors, pour une boîte comme nous, c'était plutôt un plus. Parfois, pour certaines boîtes, c'est un petit peu douloureux parce que si ton marché est local, avoir une structure américaine, c'est pas forcément le truc le plus idéal, parce que il y a un petit peu de maintenance quand même derrière. Mais bon, pour nous, de toute façon, c'était pas un souci. Au contraire, notre boîte était globale. On a toujours fait plus de business aux États-Unis que partout ailleurs. Okay. Donc aucun souci de ce côté-là. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas tout de suite recruté aux États-Unis. On a décidé de tous retourner en France. Donc pendant un peu plus d'un an, ça a été des allers-retours constants. Je passais entre un quart et un tiers de mon temps aux États-Unis, donc beaucoup d'allers-retours jusqu'à l'été 2015 où là j'ai déménagé avec la famille. Donc c'est vraiment en 2015 on a créé le bureau, on a recruté aux États-Unis, on a grossi l'équipe ici. Et une levée de fonds en même temps. On a fait 2 levées. Donc on a fait ce qu'on a appelé une seed extension après YC. Donc juste après YC, on a relevé une petite on a levé $1,3 million juste après YC. On avait déjà levé $1,2 million d'euros en 2013. Donc c'est plus un complément de la levée. On n'avait pas vraiment besoin de l'argent, c'était plus une opportunité. Tu sors de YC, t'as le marché qui est là. 2013, c'est un fonds français, 2013. C'est un mix. On a eu Alven en France, Point9 en Allemagne. Il y avait aussi Index qui a participé depuis longtemps. D'accord. En seed déjà en 2013. Ouais, en seed. D'accord. On avait un syndicat de ici pour un seed. Et c'est un marché vraiment différent aussi. 2013. Les gens se rendent pas compte du marché de l'époque par rapport au marché d'aujourd'hui dans l'écosystème européen et surtout français. Je vois des choses aujourd'hui passer. En 2013, c'est juste même pas pensable, quoi. Ouais. Et non, mais parce que je te parle de ça, mais du coup Axel s'est positionné encore après. Axel est arrivé en Serie A, donc en 2015. Donc pas sur la seed extension, ok, sur la 2015 qui marque en plus du coup comme tu disais ton déménagement aux US. Ton co-founder aussi a déménagé avec toi aux US? Non, il est resté en France. À l'époque, on avait créé notre équipe tech en France, donc logiquement lui qui était CTO, il est resté en France et c'est moi qui ai déménagé. C'est quelque chose qu'on avait planifié depuis YC. C'est juste que en sortie de YC, ça faisait pas sens pour nous on pouvait pas tous déménager. Ça faisait pas de sens. Mon cofondateur allait avoir son 2e enfant. C'était pas le bon moment pour lui. Splitter l'équipe, c'était trop tôt. On avait besoin de ce contact journalier avec la time zone, ça aurait été impossible. Et donc on s'est dit on va attendre. On va planifier ça pour l'année prochaine, pour l'été 2015. Ce sera plus facile aussi d'un point de vue famille de déménager pendant l'été.
Et puis entre temps, ça a été donc les allers-retours. Gaëtan, notre premier leader sales, a fait beaucoup d'allers-retours aussi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est développé au début. Et la co-founding team relationship, enfin comment dire, la relation entre toi et ton CTO, j'imagine qu'il y a quand même des ajustements. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement pour des co-founders qui doivent justement demain se séparer physiquement, je veux dire, pour aller couvrir d'autres marchés. Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce que il y a des choses que vous avez pris du temps avant de mettre en place? Alors, on a eu quelque part de la chance de faire ça à ce rythme-là, parce que finalement, il y a un avantage qu'on a eu, c'est que à chaque fois qu'on voyageait, genre qu'on partait 2 semaines aux États-Unis, eh bien, on avait besoin de travailler à distance pendant 2 semaines. Mais 2 semaines, 2 semaines, tu vois la lumière à la sortie du tunnel. Quoi. Tu repars 2 semaines après en France. Et donc, ce dont tu développes une sorte de muscle d'habitude. C'est des sprints. Et au lieu d'avoir d'un seul coup tout qui tombe sur la tête, au moment où tu déménages, t'as déjà pris des réflexes. Par exemple, la com. Je me souviens me réveiller un matin, quand mon cofondateur était par exemple en remote, pas de souci. À l'époque, on utilisait HipChat. Slack n'était pas encore là, ça date aussi. Et t'arrives sur HipChat et là quand il était en remote, t'avais plein de messages. Donc là, tu catch up tout de suite, tu sais ce qui s'est passé. Quand il était au bureau, il y avait 0 message. Tout s'était passé en mode interaction directement dans l'office. Et du coup, là, t'as l'impression d'être complètement déconnecté. Tu sais pas ce qui s'est passé. C'est assez douloureux. Et inversement, moi, quand j'étais aux États-Unis tout seul, l'équipe savait pas ce que je faisais. Donc j'ai commencé à prendre l'habitude, par exemple, d'envoyer des messages après des meetings particulièrement intéressants. J'envoyais un débrief. Et tu vois, tu envoies un débrief une fois tous les jours, tous les 2 jours, enfin parfois 2 fois dans la journée, avec tiens, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai appris, voilà quelques insights et learnings. Ça suffit, tu restes en contact. C'est juste, ça suffit pour garder le plus important, c'est la com. En interne pour toi. C'est la com. Et évidemment après quand tu déménages vraiment, là tu mets en place beaucoup de calls réguliers. On a des all-hands maintenant qui sont bi-hebdo mais qui étaient hebdo. Donc une fois par semaine, toute l'équipe se réunit. On a très rapidement, quand on a grossi, équipé toutes nos salles de réunion avec des Zoom rooms, enfin fallait processer un peu tout ça en fait. Il y a pas de secret, hein. Enfin, dire maintenant surtout avec tout le monde qui est passé remote, toutes ces techniques elles sont déjà. Il y a déjà tellement de blog posts, d'aide qui est sorti. Ouais, mais en 2015, non, en fait. C'est pour ça que moi, je reste un petit peu curieux. C'est que je me dis, aujourd'hui, pour nous, c'est presque normal. On est en train de se faire un call qui marche très, très bien. France-US, sans souci. Il y a quelques années encore, je suis pas sûr qu'on aurait pu imaginer ça, quoi. En 2015, c'était déjà très bien, mais c'était pas forcément les first, mais ça se faisait déjà très bien. Et on s'est rendu compte rapidement, progressivement. Même avant ça, hein, quand on était 2014-2015, on était en France, nos clients étaient aux États-Unis, hein, et la plupart des clients, on les closait sans les voir. Donc, et donc on a commencé à prendre l'habitude, même avec les clients, c'est-à-dire même pour vendre, pas qu'en interne. Alors aujourd'hui, ça paraît naturel, mais à l'époque, on était plutôt sur du bottom-up, donc c'était pas forcément les grands groupes qui, pour le coup, on avait encore besoin d'aller les voir en physique, mais ça a beaucoup progressé. Non, dernier conseil là-dessus. À moins qu'il y ait une vraie bonne raison d'aller à SF, mieux vaut rester East Coast. Ok. Pourquoi? C'est la time zone. On en parle souvent avec Julien. Ça a été le plus gros challenge pour nous ça te rajoute 3 heures, hein. 3 heures, c'est incroyable. Quand t'es West Coast, alors, les premières années, tu te lèves super tôt, tu te couches super tard en France, t'arrives à trouver de l'overlap. En fait, il y a 2 choses qui se passent. D'abord, quand la boîte grossit, tu peux pas demander à tout le monde de se lever à 6 heures du mat ou de se coucher à minuit. Au début, oui, mais pas après, pas quand la boîte scale. Et quand la boîte scale, t'as encore plus besoin de communication. Imagine, là, aujourd'hui, on est plus de 350 personnes, et surtout, le CEO, il a besoin d'être transversal, de parler avec toutes les équipes. Eh ben, t'as que, 2 heures d'overlap, 2 heures par jour. C'est impossible. Ça suffit pas. Et maintenant, d'un seul coup, tu es East Coast, t'en rajoutes 3. Tu fais plus que doubler ton overlap. C'est incroyable. Et ça, ce qui au début était painful est devenu le plus gros challenge au fur et à mesure qu'on scalait. Donc gagner 3 heures d'overlap, quoi, en fait. Et ça dépend des fonctions, je te dirais. Les fonctions les plus transversales, faut les mettre dans la time zone centrale. Parce qu'on aurait toujours besoin d'équipes SF, dans tous les cas. Mais les fonctions transversales, East Coast. C'est idiot, mais ça, c'est un des plus gros learnings. Pour nous, ça faisait sens d'être West Coast, parce que c'est là qu'est notre écosystème, c'est là que tu vas avoir tous les API, les Stripe, les Twilio, donc tout ça, ça fait sens.
mais quand la boîte commence à scaler, en fait, les avantages et inconvénients, East Coast est mieux que West Coast. Et je suis encore ici, je suis encore à San Francisco, donc c'est difficile après. Vous avez des bureaux, t'as la famille, t'as tout, tu vas pas changer. Ouais, j'imagine. Mais cela dit, je fast forward jusqu'à la fin. Notre nouvelle CEO, je l'ai recrutée à Boston. Ok. Elle était censée déménager à SF, bien sûr, parce que c'était là où était notre headquarter. Ouais. Écoute, avec la pandémie, évidemment, ça n'a pas pu se faire, et donc elle a démarré à Boston. Elle est toujours à Boston depuis qu'elle a démarré en mai. Mais c'était un blessing, c'était une chance inouïe. Sans la pandémie, alors j'ai pas envie de dire que la pandémie c'est une bonne chose parce que c'est terrible pour tellement de personnes. Mais nous, ça nous a aidé sur le business d'un côté, mais surtout sur l'organisation interne. Elle a pu onboarder à Boston. L'overlap avec la France, là où on a le plus gros des équipes, c'était c'était convenient, quoi. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à, aujourd'hui, elle fera bien ce qu'elle veut, mais j'espère qu'elle va arriver je pense pas qu'il faut qu'on bouge le headquarter, c'est pas le problème. Mais maintenant qu'on a l'habitude de travailler en remote, nos derniers execs, il y en a une qui est à Austin, il y en a un qui est je sais même plus comment s'appelle cette ville, mais qui est aussi East Coast, ils sont, grosso modo, les 3 derniers execs qu'on a recrutés, ils sont tous remote. Ok, et juste, donc on s'habitue. Curieux, mais bon, hormis remote, parce qu'aujourd'hui c'est totalement démocratisé, vous avez des bureaux dans combien de villes? Enfin, dans quelle ville? Donc Paris, bien sûr. Ensuite, on a ouvert San Francisco. Ensuite, on a ouvert coup sur coup dans la même année, on a ouvert New York, Atlanta et Londres. Et on a fini par ouvrir Tokyo l'année dernière. Et New York, Atlanta, Londres, c'est quand? Alors ça, c'est je peux pas te dire quand même 2018, je crois. Okay. Peut-être 2017. Tu vois, je 2017. Bon, ça reste, c'est post-série B, mais pré-série C? C'est à peu près mais tu sais, on n'a jamais ouvert les bureaux en fonction des levées. Ça a toujours été, même la série A est arrivée avant qu'on déménage aux US. Et ça n'a pas été un trigger. On avait déjà planifié le déménagement, tout était planifié. Il se trouvait qu'on a levé la série A en février. Enfin, on a commencé en février, mais on l'a signé en mars, la term sheet. On l'a annoncé en mai, quoi, le temps de closer. Et moi, j'ai déménagé en juillet. Mais c'était pas cause-conséquence. C'était les funding rounds étaient des éléments, des enablers. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on a levé, on n'avait pas non plus le dos au mur. On avait assez de cash pour créer un bureau si on avait besoin. Et la façon de créer un bureau, ça n'a jamais été des gros investissements. On a toujours été très progressif. Toi, on est resté à San Francisco fin 2015. On était encore que 4. J'ai déménagé en juillet. On a fini l'année. On est peut-être un peu plus 4-5 en fin d'année. Attends, je peux pas dire de conneries parce que on a commencé à ouais, je sais plus avec certitude. C'est terrible. Bon, un gros chiffre, quoi. On a bien l'année, je crois qu'on était 35, non, on était peut-être une dizaine à San Francisco, ouais, entre 5 et 10. Ok. Bon, ça reste quand même un x4, quoi. C'était progressif. Ok, j'ai une dernière petite question, mais je pense que tout le monde a plutôt bien compris. Pour résumer, aujourd'hui, donc votre dernière levée de fonds, elle a été de 110. Corrige-moi si je me trompe, 110 millions de dollars avec un rapport Axel. Il y a un peu plus d'un an maintenant. Pardon? Il y a un peu plus d'un an maintenant, on a levé 110 millions. Série C. Et donc, au total, aujourd'hui, vous avez levé un peu moins de 200 millions, 180, c'est ça? C'est ça, à peu près, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une nouvelle levée de fonds prévue ou pas? Pas aujourd'hui. En fait, la réalité, ce qui s'est passé, c'est que t'arrives en 2020 avec plein de cash en banque, et là, t'as la pandémie qui arrive. Et ben, ton premier réflexe, ce n'est pas de tout dépenser. Oui, j'imagine. Vous avez coupé le burn. Et donc vous avez surveillé le coup, quoi. Voilà, on finit l'année avec comme si on venait de lever, quoi, presque. J'exagère, mais donc quand on a fait très attention au burn cette année. Okay. À la fin, ce qu'on ne savait pas au début de la pandémie, c'est que la pandémie nous a aidés, mais on pouvait pas. On a fait un très bon Q2, Q3, et on pouvait pas le savoir à ce moment-là. Donc, quand on a replanifié l'année, on a fait très attention, comme beaucoup. Maintenant, il se trouve qu'on a de la chance d'être dans de la partie des boîtes, la catégorie des boîtes qui est gagnée de la pandémie. Alors, on n'est pas un Zoom non plus, mais le move, je pense qu'on a gagné une décennie dans le move online vers le cloud. Et tout ce qui est e-commerce a explosé. On a beaucoup de clients e-commerce. Donc, tout ça, on en a bénéficié, en gros.
Ok. Je voudrais juste terminer une chose. Je trouve qu'il y a un aspect hyper important. On n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Et j'ai une question du coup à ce niveau-là. Okay. C'est l'international. Il y a deux choses. La première est de savoir, est-ce que pour toi, sachant que ça a commencé très tôt, est-ce que demain, si tu t'adresses à d'autres personnes, j'imagine que ça dépend de la typologie du projet, mais tu les pousserais à aller à l'international, surtout dans les temps qui courent. Et si c'est le cas, à quel moment et comment? Et quand je dis comment, c'est est-ce que c'est remote ou est-ce que c'est ouverture de bureau? Donc en fait, 3 questions, j'en ai pas qu'une. Attends, Et, je te laisse répondre. La première, ça dépend vraiment de ton métier. Si t'es une API pour dev, bien sûr, tu vas global day one. Si t'es en train de travailler dans le healthcare ou, enfin, tu peux pas, t'es obligé d'y aller marché par marché. Donc si t'as un produit scalable, il faut que tu l'aies directement en anglais. Okay. Même nous, à l'époque, hein, on n'a jamais eu un mot de français sur le site web. On vend en anglais en France. Et, fun fact, quand on est 2014-2015, on avait des clients français qui découvraient qu'on n'était pas américains. Enfin, qui découvraient qu'on était français à l'origine et qui croyaient qu'on était américains. C'est normal. On n'était pas assez connus pour qu'ils sachent, qu'ils nous connaissent vraiment. Et puis et quelque part, c'est pas qu'on essayait de mentir, mais qu'on avait tendance à essayer de se présenter comme étant Algolia, San Francisco, parce que pour nous, ça nous aidait à vendre. Même, imagine vendre en Angleterre, c'est plus facile en tant qu'une boîte de San Francisco qu'en tant qu'une boîte de Paris, quoi. Évidemment, techniquement, on vendait depuis Paris. Mais... Ouais. Attends, on a eu, j'étais en train de discuter avec, je sais pas s'ils sont sous NDA, je vais pas dire leur nom, un gros média londonien. Okay. Et j'étais en visite à Londres. On était en train de parler d'un gros deal avec eux, et à un moment, je vais faire un petit meeting avec des sponsors, avec je prends un petit déj avec le decision maker de l'autre côté. Et puis après une demi-heure de discuter du beau temps, tu commences à discuter un peu plus business. Et là il me dit que c'est un des trucs qui l'inquiète, c'est le support. C'est le support avec une time zone de différence de 8 heures. Là je dis on a une boîte à Londres, donc là qui est à une demi-heure à pied. Il n'y a même pas besoin de prendre le métro pour venir vous voir. Et on a tu peux venir sur site vous aider. Et 2, by the way, toute notre équipe R&D est à Paris. Et ça, en plus, si tu me dis Londres, ça veut dire qu'ils te l'ont posé il y a moins d'1 an, quoi, cette question. C'était un deal qu'on a signé en 2018. Ouais, enfin bon. Ok. 2019, ouais, c'était. Okay. Mais en fait, à l'international, les gens pensent que vous êtes américain, quoi, encore aujourd'hui. Ouais, ça dépend lesquels. Après, si on le cache pas, donc s'ils cherchent un peu, ils vont bien sûr voir qu'on a la R&D à Paris. Mais ouais, ça peut être. Et alors ensuite, global day one, oui. Est-ce qu'il faut faire un bureau, pas faire un bureau? Évidemment, aujourd'hui, la réponse est facile, pas de bureau. Ça a aucun sens de faire un bureau aujourd'hui. Maintenant, dès que la pandémie est levée, il y a un vrai sens à déménager. Je pense que c'est pas le même playbook. Je pense pas qu'il faut essayer d'appliquer le playbook qu'on aurait pu faire il y a 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le gros investissement, je fais un gros bureau, je recrute plein de monde, n'a pas de sens. Par contre, rien ne remplace le fait d'être en personne dans un écosystème. Et je pense que un des fondateurs, typiquement le CEO, doit déménager parce que c'est serendipity, quoi. C'est pas la même chose. En fait, tu peux vendre à distance. Tu peux vendre depuis Paris aux US. Il y a pas de souci, c'est techniquement faisable. En fait, faire un zoom depuis Paris ou faire un zoom depuis New York, c'est pareil. Mais même psychologiquement, ce sera différent. C'est quoi, c'est le contact humain, tout simplement. Ouais, je vais aller plus loin. Même si t'es que sur Zoom, c'est différent. Même si tu vois pas les gens en personne. T'es dans un écosystème, tu t'auto-identifies à un nouvel écosystème, et donc toi, en tant que personne, tu te comportes différemment. C'est juste que c'est intrinsèque, quoi. C'est presque dans ta culture personnelle, tu vas te comporter différemment. Évidemment, dès que tu peux rouvrir les portes, et t'as une serendipity de fou, c'est-à-dire que les gens, c'est pas pareil de dire on essaie de se prendre un café ce soir. C'est pas pareil que de dire tu as virtuellement, même si c'est virtuel, toi t'es à Paris, t'es à New York, t'es à San Francisco, t'as pas le même contact. Enfin je sais pas. Si t'étais par exemple, si toi là on se parlait, t'étais à San Francisco, on aurait l'impression d'être local.
Ouais, non, je vois ce que tu veux dire et c'est vraiment pas pour lancer un énorme débat, surtout qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais par contre, je suis très curieux d'avoir ton avis dessus. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que le remote justement va pas enlever ça? Je pense qu'on aura toujours besoin de contact humain, mais pour une boîte qui a envie de scaler à l'international, notamment si elle est jeune, c'est sûr et certain que le remote est une opportunité. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des limites à ça? Ouais, je pense que non, oui et non. Je pense que non, il y a plein de boîtes qui réussissent à fond en remote. Regarde des GitLab, des WordPress, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire en pure remote ou InVision. Maintenant, l'accès à l'écosystème, imagine, parlons des SF. T'arrives à SF, tu crées ta boîte à SF, tu te développes à SF. Même si tout le monde est en remote dans le monde entier, mais toi t'es à SF, tu vas te comparer aux boîtes de SF. Tu vas être dans l'écosystème SF. Tu vas te considérer comme une boîte de SF. Eh bien, ça va te changer complètement ton attitude. SF, c'est beaucoup plus challenging que Paris. La concurrence est délirante. Et les expectations sont largement au-dessus. Donc, c'est un peu, c'est go big go home. Un peu l'esprit local. Je sais pas, ça se fait pas à tout le monde et tout, mais, Non, mais c'est de la culture après. Tu changes la façon dont tu réagis. Okay. Tu te dépasses beaucoup plus, tu te challenges beaucoup plus, et c'est dur, hein, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas pour faire une petite boîte, lifestyle, &co, mais tu peux, je pense que, le potentiel de la boîte augmente. Et t'as pas forcément besoin de créer un gros bureau. Ça, par contre, c'est le changement. T'as pas besoin de créer un gros bureau. Et l'accès au talent. On peut dire ce qu'on veut en termes de talent distribué. Les execs de boîtes de plusieurs centaines ou milliers de personnes qui l'ont déjà fait, ils sont pas n'importe où. Ils sont dans les écosystèmes type San Francisco, un peu moins, mais ça dépend des métiers, vers New York. Mais t'as quand même un accès à des talents. Et alors après, cet accès à des talents, c'est non seulement pour le recrutement, mais aussi pour avoir les bons mentors, les bons advisors. Tu prends une demi-heure avec le CMO d'une boîte, et late stage de ton propre, qui est suffisamment similaire, c'est de l'or en barre pour toi. Et tu peux avoir accès à ça parce que t'es dans l'écosystème, parce que t'as la bonne intro, le bon moment intro. Ce sera très difficile à faire à distance. Ok. Bon, je pense que les CEO qui envisagent d'aller en tout cas de taper le marché US, il y a un moment il faudra déménager, plus tard qu'avant. Oui. et avec moindre frais qu'avant. T'as pas besoin de créer un bureau de 50 personnes, ou whatever, selon ton stage. Tu peux y aller beaucoup plus léger parce que tu peux vendre à distance. Donc faut hacker c'est des startups quoi. En tant que startup, c'est normal, c'est expected. Tu vas hacker le fait que ce soit remote, c'est-à-dire que tu peux avoir accès à des gens que tu n'aurais pas accès autrement, et faut en profiter, faut leverager ça. Ok. Écoute, je pense que sur Algolia, je t'ai posé pas mal de questions les plus intéressantes que j'avais. Moi, j'ai quand même d'autres choses dont je souhaiterais parler. C'est ton background. Mais je te propose peut-être peut-être de te présenter rapidement, mais nous expliquer, parce que tu viens quand même d'un background assez tech. Il me semble même, sans teaser trop, mais que tu as été CTO. Yes, donc, from PhD to CTO to CEO, je te laisse nous expliquer tout ça. C'est moins intéressant cette partie-là. Non, moi ça m'intéresse énormément, et évidemment je fais le parallèle parce que je suis passé par Entrepreneur First, et j'ai vu d'ailleurs que tu as fait un webinar il y a pas longtemps avec eux, mais typiquement eux sont vraiment axés sur la monétisation et leverage la connaissance de PhD et la rendre applicable à un réel business, à un vrai produit qui soit monétisable et qui réponde à un vrai pain. Et voilà, je suis curieux d'avoir un peu ta vision dessus. C'est pas forcément mon parcours, mais avec plaisir pour en donner une rapide description. Donc j'ai fait des études d'ingénieur à l'origine, et j'ai eu la chance, en sortant de mes études, d'aller faire mon stage de fin d'études au Japon, dans le cadre d'une collaboration avec le NII là-bas, le National Institute of Informatics, une sorte d'INRIA japonais, et l'université de Nantes. Je sors d'un an et demi au Japon, et là j'ai mon prof à Nantes qui m'encourage vraiment à faire un PhD, sauf que j'avais été un petit peu vacciné sur l'académique, ça m'intéressait pas du tout, et du coup j'ai fait un contrat CIFRE, c'est-à-dire un doctorat en entreprise, avec une boîte qui s'appelait RSM à l'époque. On était janvier 2001, c'était le haut de la bulle, j'étais le dernier recrutement de la boîte,
Donc on était une centaine de personnes, c'était le numéro 100 à peu près. Et un an plus tard, on devait être, je sais pas, 25. C'était belle ambiance. Ouais, peut-être 50 ans plus tard, 25 2 ans plus tard. Mais enfin, en gros, ça s'est pas hyper bien passé avec l'explosion de la bulle Internet. Il faisait quoi, Arizem, juste? Alors, à quelle période? Dans le moment où t'es arrivé, pour essayer de comprendre aussi toi ton expertise. C'était de la veille, c'était de la veille technologique. Donc beaucoup de clients tech qui utilisaient la plateforme pour faire de la veille, donc avec pas mal, donc il y avait un crawler web, il y avait pas mal d'outils de text mining derrière, du search évidemment, donc toute une agrégation d'outils. Et moi je devais les rejoindre pour travailler sur la partie multimédia. C'était un peu le futur, travailler aussi sur la vidéo, l'image et tout. Bon, autant dire que avec les allers-retours, les hauts, les bas, la boîte a été rachetée deux fois, une fois en 2002 puis en 2004. Autant dire que mon sujet de thèse a fait des hauts et des bas, j'ai changé de sujet deux fois. À la fin, j'ai fini sur mon sujet de thèse, à la fin ne servait plus à la boîte. Donc je l'ai fini un peu sur le côté. Mais j'arrive donc on s'est fait racheter la dernière fois par Thales. C'était l'occasion pour moi de rencontrer Julien, mon cofondateur, parce qu'il bossait à Thales dans leur labo de recherche sur du text mining, et nous on faisait du text mining, et donc du coup on s'est retrouvés comme ça. On a bossé donc j'avais justement, j'ai pris la tête de l'équipe, il est venu nous rejoindre, il a bossé avec l'équipe, donc on a bossé ensemble pendant 6 mois assez intensifs. Donc là, t'es devenu CTO de Arizem. Juste après ma thèse, en fait, donc pour 2015, j'étais dans un mode qu'est-ce que je fais, et là j'ai l'opportunité de devenir CTO de la boîte, et donc je suis devenu CTO de la boîte juste après avoir enfin soutenu mon doctorat. Fast forward, donc Julien, donc oui, je me souviens encore travailler avec Julien et me dire si un jour je crée une boîte, j'adorerais la créer avec lui à cette époque-là. Donc autant dire que c'était déjà quelque chose d'assez fort dans ma tête. Lui est parti, il a rejoint Exalid, et moi 4 ans plus tard, en 2010, je rejoins Exalid à mon tour. Et donc Exalid à l'époque était aussi une startup qui marchait bien. On est 160 personnes peut-être, un truc comme ça, qui faisait du search, enterprise search, donc moteur de recherche qui vendait aux entreprises. Ils avaient aussi un site, ils ont toujours d'ailleurs un site de recherche web à la Google, mais qui est plus une vitrine qu'autre chose. Je signe pour Exalid, et entre le moment où je signe et le moment où j'arrive, pendant mon préavis, la boîte se fait racheter. Et donc Exalid s'est fait racheter par Dassault Systèmes. C'était pas de la meilleure des surprises. Tu vois, moi je partais de Thales, j'ai hésité à créer ma boîte à l'époque. Finalement, je me suis dit Exalid c'est une super tremplin, je pourrais apprendre plein d'une vraie start-up, et en fait non. Au final, tu te retrouves dans un grand groupe, quoi. Et voilà. Mais bon, c'était quand même une super expérience. Okay. Florian qui m'a recruté là-bas, Florian Hueto qui est maintenant patron de Dataiku, dont t'as excellent. J'ignorais. Oui, j'ai shooté mon passe podcast, mais j'ai déjà fait une web série avec Florian que je salue s'il nous écoute. Et l'extraordinaire Florian, c'est donc c'est lui qui m'a recruté chez Exalid, et en fait 6 mois plus tard, il partait pour une autre boîte. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de devenir de remplacer Florian, de devenir le VP R&D de Exalid, et du coup d'avoir toutes les équipes tech d'Exalid, une soixantaine de personnes avec moi. Et là, pendant 1 an et demi, ça a été haut et bas. Il y a des très hauts dans cette expérience, mais il y a aussi la partie politique de grosse boîte qui était pas trop pour moi. Et donc voilà, j'ai énormément appris, mais j'arrive à la fin de cette période. Je me pose beaucoup de questions. De nouveau, est-ce que je crée une boîte? Est-ce que je rejoins une autre start-up, enfin, une vraie start-up qui appartient pas à un grand groupe? Et Julien, lui, entre-temps, était parti assez tôt après le rachat. On était resté en contact, et à ce moment-là, il me parle de son projet, donc qui est devenu Algolia, sur lequel il travaillait déjà. Et donc là, ça a fait tout de suite clic, quoi. On s'est dit, attends, faut qu'on bosse ensemble, et nous voilà partis créer Algolia. Okay. Voilà le parcours rapide avant Algolia. Mais du coup, quand on a créé Algolia, on était déjà 2012. Moi, j'ai commencé chez Arizem en 2001, donc ça faisait c'était 10 ans que vous vous connaissiez, quoi. Ok. Ouais. Et je t'entendais en parler, et je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, vous êtes plus de 350 chez Algolia. Il y a de la politique ou pas? Qu'est-ce que tu démarques d'une start-up d'un grand groupe? Non, bien sûr, il y a de la politique. En fait, t'as de la politique dès que t'as plus d'une personne. Mais après, il y a politique et politique. En fait, c'est quoi la politique? C'est dire quelque chose parce que tu penses que ce que c'est ce que les autres veulent entendre.
Et donc, faut essayer d'éviter ça au possible. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est d'intégrer ça dans ta culture. D'intégrer, c'est pour ça qu'on a des valeurs comme la candor dans notre culture qui sont très fortes, parce qu'on veut éviter ça un maximum. Et même en voulant éviter ça, il y en a toujours une partie. Tu vois, tu peux pas avoir une boîte qui fait des milliers de personnes sans avoir un peu de politique. Et c'est pas forcément. En fait, l'idée, c'est essayer de la canaliser pour éviter que ce soit un truc trop négatif. C'est super dur. On a eu des hauts et des bas, même si c'est quelque chose qu'on voulait éviter. Tu vois, on avait un avantage incroyable quand on a créé Algolia. Julien et moi savions ce qu'on ne voulait pas. Après, c'est déjà pas mal. Donc la politique, on connaissait, on savait ce qu'on voulait pas. Et ça nous a beaucoup aidé à créer la culture d'Algolia pour éviter ça. Et ben malgré cela, quand tu arrives à plusieurs centaines de personnes, il y a des moments où tu te réveilles, tu discutes, mais attends, c'est de la politique ça. Faut qu'on change quelque chose. Et donc il y a des réveils difficiles et qui t'engagent à changer les choses. C'est normal. C'est normal, c'est la vie normale d'une start-up. Ce qui est important, c'est de pas baisser les bras, c'est de pas abandonner. C'est quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a dérivé, bah tu te réveilles, tu changes les choses. Potentiellement, s'il y a des gens qui sont devenus toxiques, eh ben tu t'en sépares. C'est dur, surtout quand c'est des gens très performants. Tu fais très attention à qui tu recrutes. On a recruté des gens qui avaient une énorme expérience grand groupe, mais pas d'expérience startup. Et ben en fait, ça s'est pas toujours très bien passé. Il y a beaucoup de learnings sur le trajet. Et puis après, il faut accepter de pas tout savoir. Nous, on avait une certaine expérience par rapport à beaucoup de gens qui démarrent juste après l'école, mais on était des first time founders quoi. On n'avait jamais recruté des execs expérimentés, on savait pas ce que great looks like, à moins de le faire. Toi, si je le recommençais aujourd'hui, ouais, il y a des erreurs que j'en ferais pas forcément. Et finalement, tu m'en cites juste une petite. Non, mais je veux dire le plus gros learning, c'est principalement côté recrutement. Okay. Et à la fin, je suis pas sûr que je ne referais pas la même erreur si je revenais dans ma peau de l'époque, dans le moi de l'époque. Il y a des choses que tu apprends juste en faisant. Et je pense que ce que tu apprends quand la boîte grossit, c'est que tu apprends à reconnaître great. Tu apprends à reconnaître les gens qui sont vraiment hors normes. Et quand tu n'as pas fait ça avant, et ben tu recrutes un leader, un leader sales par exemple. Tu recrutes un nouveau leader sales. Toi, t'as jamais été leader sales à une boîte qui fait 100 ou 300 personnes, j'en sais rien. T'as jamais fait ça. Et t'as quelqu'un en face qui est un expert qui va te bluffer, tu sais pas comment le tester, il te rejoint, il y a un moment, t'as un gut feeling, il y a un truc qui va pas, mais tu te dis, c'est moi, je sais pas, quoi. Et il t'explique avec une explication qui est très claire. Et puis ça te prend 6 mois, 1 an avant de te rendre compte qu'en fait non, c'est lui. Et de pouvoir et d'agir et ouais, tu peux perdre 6 mois, 1 an avant de te rendre compte que t'as fait une erreur. Ça n'arrive plus quand tu l'as déjà fait avant, ou alors si c'était ton expertise. Donc je trouve que t'expliques pas mal aussi ce process dans justement le podcast Funding Crush où tu parles justement de comment vous avez réussi à recruter ta successeur. Je vais dire successeur. Et du coup, ouais, non, je trouve ça intéressant. Yes. Ouais, t'apprends, mais c'est difficile. Hein. Après, tu peux avoir de la chance ou tu peux avoir pas de chance. Comment améliorer tes chances? Te faire aider par des boîtes qui l'ont déjà fait, des peers. Et idéalement, t'arrives à trouver. Alors, idéalement, tu te fais ta liste des gens les meilleurs dans un domaine. Et tu te débrouilles pour avoir les intros à ces gens-là. Tu vas pas les voir pour les recruter parce qu'ils sont probablement pas recrutables, mais tu vas les voir pour apprendre d'eux, pour vraiment te former. Ok, that's what great looks like. Et en fait, tu te crées un pattern de ton côté avant de lancer ton recrutement. Et une fois que tu as cette modèle mental, tu te lances ton recrutement. Je donne un exemple. Chief Product Officer. Ça, c'est un recrutement qu'on va faire l'année prochaine. Alors, dans notre recherche de CEO, on a recruté, et dans les candidats, on avait plusieurs candidats qui venaient du produit, dont certains candidats qui étaient exceptionnels en tant que Chief Product Officer. Bon, à la fin, on les a pas choisis. Enfin, c'est pas un d'eux qui nous a rejoint en tant que CEO, mais ça nous a permis de voir ce que c'était que du world class. Parce que CPO qui avaient l'ambition de devenir CEO, hein, ils cherchaient pas. Donc, on a vu des CPO qui étaient devenus les meilleurs de leur domaine, on a eu, grâce au fait qu'on cherchait un CEO, on a pu interviewer
des CPO qui étaient devenus vraiment world class. C'est ton benchmark, quoi. Et ben là, maintenant, t'as un benchmark pour le compte de CPO, qu'on n'aurait pas si on n'avait pas fait ce process. Okay. Et on a de la chance parce qu'on a fait un process complet, c'est-à-dire que on a été loin avec ces gens, on a discuté des heures et des heures, en dizaines d'heures, quoi, avec certains d'entre eux. Parce que quand tu fais un process CEO, tu passes vraiment beaucoup de temps avec les candidats, en tout cas avec ta shortlist. Ça nous a donné une image de ce que c'est qu'un CPO world class, et je pense que ça aurait été impossible à faire autrement. C'était pas le but, hein, c'est un byproduct de la recherche de CEO, mais ça va nous aider. Alors maintenant on croise les doigts de trouver la bonne personne, mais ça va probablement beaucoup nous aider à mieux évaluer les candidats. Est-ce que je passe à une autre question? Es-tu plutôt un doer ou es-tu plutôt un talker comme le caractériseraient plutôt les managers? Alors, je suis pas sûr de suivre ta question, mais tu peux pas être un founder sans être un doer. Ouais, je sais. Alors, je vais m'expliquer un petit peu plus. Je pense que tu étais plus un doer au tout début, et j'imagine qu'au fur et à mesure, en tant que founder, tu as dû monter en compétence et commencer à un autre métier au final qui est celui de manager des gens. Qu'est-ce que toi tu préfères? C'est à quel moment que tu as pris le plus toi de plaisir et pourquoi? Pas facile comme question. Non, je pense que plus de satisfaction en fait, t'as plus d'impact quand t'as plus de monde. Donc quelque part t'as plus de satisfaction, mais t'as plus de challenge. C'est-à-dire que c'est plus prise de tête. Les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas. Si je peux exprimer ça ainsi, quand la boîte scale. Et effectivement, quand la boîte scale, ton métier à toi en tant que CEO, en tant que founder, c'est d'aligner les gens. C'est de t'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et bagaille dans la même direction. Et c'est super dur. Et ça m'a pris beaucoup de temps à bien comprendre ça, parce que j'avais jamais fait ça avant, quoi. Et puis c'est pas forcément ma nature, tu sais, je suis plus introverte qu'extraverte. J'ai tendance à pas forcément être dans la façon dont je m'exprime le plus opinionated, et c'est important, tu sais, parfois de mettre les points sur la table. C'est là qu'on va et c'est comme ça. Tout ça, c'est pas moi. Et donc il a fallu que je m'adapte, que je trouve mon propre style. Un autre truc peut-être pour les CEO de boîtes qui scale, et c'est un truc qui a été dur pour moi au début. Faut pas hésiter à investir sur soi-même. Au début, moi, j'avais une sorte d'aversion. J'avais l'impression de faire un abus de bien social, tu vois, d'investir sur moi-même, parce que c'est syndrome de l'imposteur. Et ouais, t'as beaucoup de ça. Prendre une IA avec l'argent de la boîte pour m'aider moi, ça fait bizarre. Et ben non, en fait, c'est une énorme connerie. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est commencer à me rendre compte que si j'améliore d'1% ce que je peux faire moi, mon efficacité, si t'as 100 personnes dans la boîte, c'est 1% qui est leveragé, qui est démultiplié 100 fois. Imagine maintenant t'améliores de 5%, c'est comme si tu recrutais 5 personnes. Parce que il y a plein de choses, il y a que toi qui peux le faire en tant que CEO. Donc si t'arrives à le faire quelques pourcents mieux, l'impact peut être gigantesque sur la boîte. Et donc finalement, c'est presque un devoir du CEO, quand la boîte peut se le permettre, de trouver un coach, de recruter potentiellement une IA, ou c'est des choses qui vont te rendre toi meilleur. Ce qui peut te rendre toi meilleur, ça vaut l'investissement. Et ça m'a pris beaucoup de temps à me rendre compte. J'avais beaucoup de mal à faire le pas. Maintenant, aujourd'hui, j'envisage même plus de ne pas le faire, mais parce que j'ai changé complètement. De toute façon, la boîte, j'avais tendance à dire tous les 6 mois, t'as besoin de changer de personne, quoi. Enfin, c'est plus, tu ne peux pas être la même personne. Ce qui veut dire aussi que t'es toujours en train de courir derrière un objectif. La boîte grandit, c'est un challenge, a besoin de toi que tu fasses quelque chose, tu sais pas le faire, donc tu dois catch up, tu dois t'apprendre, c'est un challenge et tout. Et dès que tu arrives à le faire, la boîte a grandi et c'est un nouveau truc que tu dois apprendre. Et ça s'arrête jamais. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait. Et du coup, opérationnellement, toi, t'as décidé que ça s'arrête, en tout cas pour le moment, en mai de cette année. Ouais. Et du coup, je te laisse l'introduire, mais il me semble que tu travailles désormais pour YC. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce job, et puis je voudrais que tu m'en parles un peu plus largement. J'aimerais comprendre, c'est quoi ton rapport aussi à l'écosystème, et français et US. Et est-ce que tu as la vocation à créer un rôle dedans? Voilà. Voilà, tu me poses des questions trop compliquées là. J'ai pas les réponses. Non, on va faire un petit podcast philosophique bientôt. Non, j'ai plein de réflexions. J'ai pas de réponse. Non, j'ai de la chance de recruter une super CEO qui m'a remplacé à tête d'Algolia.
ce qui m'a donné beaucoup de temps puisque du coup j'ai lâché mon rôle opérationnel. Donc pour moi c'est principalement aider les équipes. C'est incroyable, hein. Je passe plus de temps aujourd'hui sur la stratégie et le produit que je ne le faisais en tant que CEO. Ce qui est fou, hein. Mais ce qui est très bien pour moi, ce qui est fun, j'adore. Je parle encore à mon cofondateur toutes les semaines, évidemment les board meetings, donc je suis encore impliqué, mais c'est plus la même pression psychologique déjà, et ça me libère beaucoup de temps. Et donc en fait quand j'ai décidé de partir, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je voulais faire après, et ma conclusion a été, je me donne 2 ans. Je me donne 2 ans où je me promets de rien faire, ou surtout je promets à la famille de rien faire. Sauf que non, parce que ça fait partie de l'histoire. Non. Sauf que okay. Du coup, je veux pas tourner les pouces pendant 2 ans. Donc c'était plutôt, je vais essayer plutôt de profiter de ces 2 ans. Alors après, je sais pas ce qui se passera, mais au moins à court terme, je veux surtout pas m'engager, me committer sur quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était de profiter de ces 2 ans. On verra, peut-être plus, je ne sais pas ce qui se passera, pour m'impliquer un peu plus dans l'écosystème, give back. Toi, j'ai fait quelques investissements de business angel, j'avais 0 temps pour ces boîtes. J'ai commencé à passer plus de temps avec eux pour les aider. Et puis là-dessus, en fait, YC, Michael Siebel m'a contacté parce qu'il avait vu que je partais. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais pendant l'hiver là? Ça te dirait de nous rejoindre? Moi, j'avais pas du tout anticipé ça. Je me dis j'ai pas envie de me committer et tout. Et puis après, j'ai commencé à discuter avec eux. J'ai commencé à c'est censé entre guillemets être un part-time. C'est un peu plus dans les faits, mais et puis à la fin, je me suis dit mince, c'est une façon de démultiplier l'impact, quoi. Si je veux donner give back, il y a pas de meilleure façon. Et puis le truc auquel je m'attendais pas avec YC, parce que dans ma tête c'était plutôt give back, quoi, c'était partager mon expérience. En fait, ce que je m'attendais pas, c'est que j'apprends 100 fois plus que je l'anticipais. J'ai plus appris là en quelques mois sur tout ce qui est health tech, tout ce qui est fintech, tout ce qui est, on a des centaines de boîtes qui viennent, qui interviewent, tu les testes, t'es au contact de partenaires quand ça beaucoup plus que toi. C'est incroyable ce que t'apprends. Au début, t'es une éponge. D'ailleurs, au début, t'évites de trop parler. T'essaies parce que t'as pas encore ces patterns. Tu sais, ici, quand je fais, par exemple, des interviews de nouvelles boîtes et que je suis aux côtés de partenaires qui font ça depuis des années, ils ont vu des centaines de boîtes. Le pattern matching, c'est hallucinant. Et du coup, j'apprends. Après une interview, par exemple, moi, je peux conseiller, la boîte, elle a l'air super. Et là, j'ai un partenaire qui me dit, tu sais, j'ai investi déjà dans 3 boîtes pareilles qui ont toutes planté. Voilà pourquoi. Et donc, t'as une sorte d'expertise de l'early stage qui est hallucinante, quoi. Donc, du coup, j'apprends énormément sur ce côté-là aussi. Donc, c'est super intéressant. En fait, c'est pas que donner give back, c'est pas que aider les boîtes, c'est aussi apprendre tellement de choses en une sorte de crash course en quelques mois que j'ai déjà eu là, passionnant. Ok, par grande curiosité, donc du coup Paul Graham, Jessica Livingstone, Adam, ils travaillent tous toujours, ils sont actifs? Tu bosses avec eux? Non, Paul est plus actif. Nous, on était le dernier batch où il était actif en 2014. Donc on a eu la chance d'avoir Paul en tant que partenaire. Il a plus été actif depuis. Non. Il y a des super partenaires quand même. Hein. Et Paul est toujours dans les. C'est que des anciens de YC. Non, je pense qu'il y a quelques partenaires qui étaient là, qui ont rejoint YC, qui n'ont pas fait YC en tant que founder. Mais tous les partenaires ont été founders. Il n'y a pas de partenaire. C'est pas comme des fonds d'investissement où tu peux avoir un parcours différent. Là, tous les partenaires YC ont forcément été founders à un moment ou à un autre. Ont vécu une boîte avant de devenir partenaire. Ok, super. Et écoute, super. Moi, pour boucler ce long mais fructueux échange, j'ai juste 2-3 petites questions à te poser qui sont très très simples. La première, elle est hyper simple. J'aimerais juste que tu me donnes un mot ou un groupe de mots qui pourrait caractériser ta courte carrière pour le moment, mais riche en tant qu'entrepreneur. J'aimerais savoir pour toi, c'est quoi être un entrepreneur d'un point de vue totalement subjectif. Waouh, fallait m'envoyer des questions avant là. C'est le but. Qu'est-ce qui des mots qui viennent à l'idée sur entrepreneur? Ouais, un adjectif, un mot, un groupe de mots. T'as plusieurs mots qui viennent à l'idée. T'as un de ces mots-là qui est une de nos valeurs, qui est grit. Je sais pas comment traduire en français. C'est la persévérance. C'est un peu le côté hustling, mais presque plus positif. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à regarder. Je crois qu'il y a comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom, qui a fait un TED Talk sur le grit, qui est vraiment Angela Duckworth, qui dure genre 7 minutes. C'est vraiment top. Grit, curiosité. Je pense qu'il y a un côté ouverture d'esprit qui est hyper important quand t'es entrepreneur, qui va avec l'humilité. L'humilité, c'est aussi une de nos valeurs.
enfin, en gros, t'as besoin, tu sais, quand t'entreprends, t'as besoin d'avoir des opinions, d'être un petit peu, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego, mais finalement, je trouve que t'as pas besoin d'avoir d'ego pour être entrepreneur. C'est d'abord, faut être curieux, et je pense que l'humilité est plus que l'ego. Allez, genre, un dernier, je sais pas comment appeler ça, inclusion, je sais pas si c'est inclusion, c'est diversité, inclusion. Ça a été une aventure incroyable pour rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, qui viennent de cultures différentes, de tout, hein. Quand je parle de diversité, c'est à la fois le gender, mais c'est aussi la culture, la race, la orientation sexuelle, tout ce que tu veux, le pays en particulier, ou la façon de penser. Ça m'a donné une ouverture sur une diversité de personnes qui était incroyable. Et ça, c'est une des très grandes fiertés que j'ai avec Algolia, c'est qu'on a une équipe super diverse. Et ça, c'était extraordinaire. Ok. Ma deuxième question, si aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué vu que tu n'es plus à proprement dit opérationnel, mais admettons que tu es toujours chez Algolia, et je te demande ça faut vraiment le voir de manière un peu plus philosophique que par rapport aux personnes que tu as déjà à ton board, mais qui souhaiterais-tu avoir à ton board ou que tu aurais aimé avoir à ton board avant, vivant, mort, fictif ou réel? Donc c'est vraiment très large. Oh là là. C'est une bonne question. J'aime pas trop cibler sur une personne. Je pense qu'il y a plein de personnes qui pourraient Ouais, ou qu'est-ce qui t'a manqué dans ce cas-là? Qu'est-ce que quelqu'un aurait pu apporter de plus? Ouais, je pense que quelqu'un à mon bord. Alors, je vais être plus tactique dans ce cas-là. Je vais être plus tactique plutôt que de donner une personnalité folle, mais plutôt quelqu'un qui aurait apporté d'abord diversité. C'est idiot, mais on n'a pas un board qui a beaucoup de diversité. Alors maintenant, on a une CEO, donc c'est quelque part c'est beaucoup de diversité d'un coup, mais malgré tout notre board n'est pas assez divers et je pense que j'aurais bien aimé apporter plus de diversité à mon board, moins de profil traditionnel. Et d'un point de vue tactique, je pense que j'aurais bien pris aujourd'hui, je prendrais bien quelqu'un qui ait une expérience finance. Alors ça devient tactique. Je suis désolé, c'est juste on arrive à un scale de la boîte ou avoir quelqu'un qui peut nous aider, tu sais, à devenir IPO ready dans les années à venir pourrait apporter beaucoup de valeur à la boîte. Donc typiquement une CFO de boîte qui est devenue publique récemment en SaaS, ce serait top. Ok, c'est très très clair et très insightful. Dernière question qui, celle-ci, je suis sûr, ne sera pas trop compliquée. Si tu as apprécié mes questions, qui souhaiterais-tu entendre à ta place prochaine? Ah, il y a plein de choix. Ça se trouve, t'es déjà en contact. Dis-moi. Et si j'ai parlé de Florian. Ouais, Florian, on s'est contacté, mais avec sa dernière levée de fonds, je pense qu'il est encore assez busy. Mais enfin, ça peut être Florian, ça peut être quelqu'un d'autre. Florian est top. Rachel Delacour, qui a fait Bime Analytics, qui a une expérience extraordinaire, qui pourrait être top. Écoute, en termes de diversité, je n'en ai pas eu beaucoup de female founders, avec un grand plaisir. Mathilde Collin de Front. Ok, volontiers. L'écosystème est tellement différent aujourd'hui d'il y a 5-10 ans que t'as une incroyable liste de startups à succès en France qui peuvent raconter leur histoire et maintenant aussi avec des fondatrices, pas que des fondateurs. C'est pour ça que je te pose la question. Le but est aussi de savoir qui penses-tu serait aussi intéressé à se prêter à l'exercice et aurait des choses intéressantes à dire. Ça marche, c'est mon job. Et d'ailleurs, dernière question, j'y pense. Là, tu me parles de Mathilde Collin. Vous avez une certaine French connection dans la Silicon Valley ou il y a trop de Français ici. Non, il y a un petit peu de ça. Non, il y a quand même une French connection. Il y a pas mal de boîtes, notamment côté YC. Il y a beaucoup de boîtes françaises maintenant qui ont fait YC. Mais même si on n'a pas fait YC, mais tu prends les gens comme Checker ou Screen il y a eu quand même pas mal de boîtes françaises qui sont passées par là. Donc oui, il y a un peu de ça. Après, il y a pas de cercle exclusif ou c'est pas du franco-français. Enfin, mon network est plus YC que French. Ça peut résumer la. Non, mais c'est vraiment à titre perso, comme t'as bien pu voir depuis le début, je suis assez curieux, donc voilà. Écoute, un grand merci Nicolas. On est allé encore une fois un peu overtime, mais moi, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'insight à prendre. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à échanger avec toi, donc merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois et merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés.
À bientôt et encore une fois, merci. Merci Nicolas. Yacine, c'était un plaisir. Merci à tous. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.